Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais répondre aux commentaires qui m'ont demandé de faire la liste des livres de bourse que je recommande. Donc là je vais passer sur chacun des livres que j'ai lus et puis pour chacun je dirais l'idée qui m'a marqué et si je le recommande. Et puis comme vous le voyez, petit changement de setup. Il faut savoir que quand j'ai commencé à faire des vidéos, juste faire une vidéo, c'était extrêmement inconfortable. Et maintenant au bout d'un an et demi c'est devenu assez confortable de faire des vidéos à mon bureau. Donc je me suis dit qu'il était temps de faire un petit changement de setup et de m'habituer à faire des vidéos dans des setups différents. Donc me voici dans mon hamac et j'espère qu'il n'y a pas un oiseau qui va me chier dessus parce que ça fait déjà 2 fois. Donc ça commence à bien faire. Alors c'est parti. Alors le premier c'est le classique, l'investisseur intelligent. Donc ça c'est un livre que je recommande parce que donc c'est la base, quoi. C'est le livre fondateur. Et l'idée qui m'avait marqué dans ce livre c'est principalement le concept de Mr Market. Donc Mr Market c'est donc Benjamin Graham, l'auteur, qui personnifie le marché et qui explique donc que Mr Market c'est quelqu'un de très émotionnel et de pas très stable et qu'il est parfois un jour il est euphorique, un jour il est dépressif. Et donc nous en tant qu'investisseurs, on peut tirer avantage de ces sautes d'humeur en étant plus agressif, en investissant plus quand il est dépressif et en étant plutôt neutre ou prudent quand il est euphorique. Donc voilà pour l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, donc, que je recommande. Ensuite, j'ai Investir en bourse, style gagnant, style perdant de Julien Delagrandane. Donc c'est le seul livre écrit par un Français dans la liste et le livre est pas si connu. Il a une chaîne YouTube aussi d'ailleurs et j'avais aussi lu ses livres d'immobilier qui étaient très bien. Et ce qui était pas mal, c'est qu'il a pris un angle différent de tous les autres livres que j'ai lus. Donc en gros, tu as la partie A, il décrit les styles perdants d'investissement, partie B des styles intermédiaires et partie C les styles gagnants. Et donc pour vous donner un peu une idée, dans les styles perdants, il y a suivre un gourou autoproclamé. Bon ça peut paraître assez obvious, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde. Mais par exemple, deuxième chapitre de la partie style perdant, qui est peut-être plus répandu, c'est se croire visionnaire. Et dedans, il y a le prétendu visionnaire sur la macroéconomie. Et ça, je pense qu'on en a pas mal. Et le prétendu visionnaire sur l'évolution d'une action en particulier. Donc là, c'est qu'on fait des grandes théories sur l'avenir d'une action. Et je pense qu'en effet, il faut faire gaffe à ça. Et c'est pour ça que je regarde toujours d'abord les chiffres. Est-ce que ça colle au niveau des chiffres, la qualité, etc. Et puis la valorisation. Et ensuite, par-dessus ça, pourquoi pas essayer de faire un peu le visionnaire. Mais voilà, ça vient vraiment en dernier. Donc je pense qu'il faut faire gaffe à ça. Et voilà, le livre était très très bien. Et dans les styles gagnants, en gros, il parle de GARP. Donc Gross at a Reasonable Price. C'est un terme qui est plus tellement populaire, mais en gros, au final, c'est ce que je fais. C'est acheter des actions qui ont de la croissance, mais à des prix raisonnables. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle se rapproche du style qu'on appellerait qualité. C'est pour ça que ces noms de style d'investissement, ça varie un petit peu au fur et à mesure de ce qui est à la mode. Donc voilà, très bon livre. Alors ensuite, il y a Beating the Street de Peter Lynch. Et bien celui-là, j'en ai pas de souvenir, en tout cas pas de souvenir conscient, donc je peux pas dire que... Je me rappelle qu'il m'avait pas marqué non plus. J'avais pris du plaisir à le lire, mais pas marquant. Donc Beating the Street de Peter Lynch, pour moi pas indispensable. Ensuite il y a aussi Learn to Earn de Peter Lynch, pareil. Je me rappelle que ces 2 livres-là, ils étaient destinés vraiment à des très débutants. Donc pourquoi pas si vous êtes vraiment grand débutant, que vous venez de découvrir la bourse, ça peut être peut-être pas mal, mais c'est 2 livres qui m'avaient pas marqué. Et de Peter Lynch, je préfère son 3e livre, qui est, lui, One Up on Wall Street. Et en français, c'est « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse ?» Et dans celui-là, ce qui m'avait marqué, c'est le fait de chercher des idées d'investissement dans les entreprises auxquelles on est confronté dans la vie de tous les jours, que ce soit l'entreprise pour laquelle on travaille, que ce soit des produits qu'on utilise. Je vais pour donner un exemple, par exemple, au final, j'ai pas investi, mais voilà, ça aurait pu être un truc intéressant. J'avais fait l'année dernière Invisalign, donc le traitement avec les gouttières qu'on met pour aligner la dentition. Là, je me suis rappelé de ce livre de Peter Lynch. Je me suis dit, je vais regarder l'entreprise qu'il y a derrière. Et il se trouve que c'est une entreprise qui est cotée en bourse qui s'appelle Align Technology. J'avais fait ça aussi dans mon travail, il y a une entreprise de base de données qui s'appelle MongoDB. Et ça, typiquement, j'ai regardé et il se trouve que l'entreprise est cotée en bourse. Au final, elle ne répond pas à mes critères parce que pas rentable, etc. Mais voilà, on peut trouver des idées d'investissement en fonction des entreprises auxquelles on est confronté, les produits qu'on achète, là où on travaille, etc. Donc celui-là je le recommande, le 3e de Peter Lynch, donc One Up on Wall Street, ou Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Ensuite, donc on en a fait 5, on passe à The Little Book That Beats the Market de Joel Greenblatt, donc celui-là je le recommande. En gros dans ce livre, il parle de ce qu'il appelle la Magic Formula, donc une formule magique pour investir en bourse. Et cette Magic Formula, en gros au final, c'est une combinaison d'un critère de qualité, donc en gros c'est un ROCE modifié, ou un ROIC modifié, et utilisé en combinaison avec un ratio de valorisation type PER, mais encore une fois un peu modifié. Et ce que je retiens de ce livre, c'est pas d'appliquer cette Magic Formula bêtement. Je
je ne serais pas confiant d'appliquer une formule toute prête, bêtement, et de miser mon patrimoine et mon enrichissement là-dessus. Mais ce que j'ai retenu surtout, c'est le concept, l'idée de combiner des critères de qualité et des critères de valorisation. Et donc voilà, j'ai un petit peu étoffé le truc en ajoutant aussi des critères de croissance, en ajoutant aussi la dette, l'évolution du nombre d'actions, les marges. Et au niveau de la valorisation, pas me contenter de regarder juste un multiple valorisation, ce qui suffit pas, mais plutôt faire un DCF par exemple. Donc voilà, je recommande le livre quand même, mais je pense à ne pas appliquer bêtement. Ensuite on passe à The Dhandho Investor de Mohnish Pabrai. Donc Mohnish Pabrai, il est connu pour cloner la stratégie de Warren Buffett. Et il avait aussi gagné l'enchère pour avoir un déjeuner avec Warren Buffett avec Guy Spear. Et donc il a écrit ce livre que je recommande aussi. Et ce livre, il met beaucoup l'accent sur le côté value, la valorisation. Et le concept le plus intéressant dans ce livre, c'est le concept de low risk, high return. Donc souvent on entend plutôt high risk, high return, donc plus tu prends de risques, plus tu peux gagner. Mais Mohnish Pabrai, il explique qu'en fait, même si ça a l'air contre-intuitif, en fait c'est pas ça. Si tu fais attention à la valorisation, donc tu cherches à acheter un actif pour moins cher que ce qu'il vaut, et ben moins tu achètes cher, plus tu vas réduire ton risque. Donc admettons que tu aies un actif, sa valeur intrinsèque, elle soit de 100$. Mais toi tu l'achètes à 50$. À ce moment-là, on comprend intuitivement qu'on prend moins de risques en l'achetant à 50$, donc la moitié de sa valeur, plutôt que si on l'achète à 100 et encore pire à 200, donc c'est surévalué. Donc à la fois acheter pas cher, donc faire attention à la valorisation, ça permet de réduire le risque, mais en même temps ça permet aussi de gagner plus, puisque si la valeur de l'actif c'est 100, tu l'as acheté à 50, l'actif un jour il atteint 200, la personne qui l'a acheté à sa valeur juste, donc à 100, mais il a fait x2, mais toi, en l'achetant avec une marge de sécurité, en l'achetant à la moitié de sa valeur, tu as fait x4. Donc même si au premier abord ça paraît contre-intuitif, en fait c'est totalement logique qu'on peut à la fois réduire son risque et augmenter ses résultats, ses performances. Donc voilà, l'idée principale de ce livre que je recommande, c'était un des meilleurs pour moi de la liste. Ensuite, il y a Richer, Wiser, Happier. Donc celui-là c'était un de mes préférés, je le recommande à tout le monde. C'est pas un livre qui est technique du tout, hein, donc c'est aussi accessible. Enfin, en fait, c'est un livre qui est adapté peu importe le niveau, qu'on soit débutant ou qu'on investisse depuis 30 ans. Et dans ce livre, en gros, chaque chapitre, c'est l'auteur, donc les journalistes, qui rencontre un investisseur. Donc il y a un chapitre avec justement Mohnish Pabrai, il y a un chapitre avec, avec Nick Sleep, un chapitre avec, je sais plus tous les noms, mais voilà, avec moultes investisseurs. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'était l'histoire d'un investisseur français qui est pas très connu, hein, qui s'appelle Jean-Marie Éveillard. Et j'en avais fait une vidéo à l'époque, mais ça date, donc je vais vous résumer l'histoire. Et pour moi, l'histoire de cet investisseur, elle suffit à ne pas accorder de crédit à l'argument comme quoi ce serait même pas la peine d'essayer de battre le marché, puisque, le fameux argument, puisque la majorité des professionnels n'y arrivent pas. Quand vous allez voir l'histoire, vous allez voir que la majorité des professionnels, ça m'étonne pas trop qu'ils n'y arrivent pas. Donc Jean-Marie Éveillard, il gérait un fonds qui appartenait à la Société Générale. Et pendant de longues années, tout se passe bien, il fait des bonnes performances, il y a de plus en plus de clients qui donnent de l'argent. Et puis vient les années 97, 98, 99, et donc la bulle Internet. Et donc pendant la bulle Internet, lui, en tant que bon investisseur rationnel, qui avait appris via Warren Buffett, via les livres de Benjamin Graham, etc., il voit plein d'actions dont le cours explose, mais sans qu'il y ait de fondamentaux, sans que ce soit corrélé aux fondamentaux. Donc lui, il décide de ne pas investir dedans. Le problème, c'est qu'il sous-performe pendant la période de la bulle, et qu'à côté, tu as plein de personnes qui ont des performances explosives parce qu'ils investissent dans les actions de la bulle. Et c'est arrivé au point où les personnes au-dessus de lui et à la Société Générale, plutôt que de comprendre qu'il était bon et qu'il y avait une bulle, ils se sont dit qu'il était devenu complètement naze. Ils essayaient de lui mettre la pression, etc., pour qu'il change de stratégie, pour qu'il achète ces actions-là. Au final, ce qu'ils ont fait, c'est que vers janvier 2000, ils ont revendu le fonds. Ils ont vendu le fonds à une entreprise, je crois aux Pays-Bas. Et 2 mois plus tard, explosion de la bulle. Et sur les 3 années suivantes, il a eu des performances largement supérieures au S&P et une performance long terme excellente. Et au final, il a reçu plein de prix, genre investisseur de l'année, de la décennie, des trucs comme ça. Et dans le chapitre, il met vraiment l'accent sur à quel point la pression était énorme et c'était vraiment dur psychologiquement pour lui de rester rationnel et de ne pas céder du coup à ce que demandaient ses managers et non plus de lui-même ne pas finir par se convaincre qu'il est devenu nul, et ensuite même tenir jusqu'au point où tes managers te mettent la pression et où ils finissent même par revendre le fonds où tu travailles. Donc voilà, ça m'étonne pas que assez peu de gérants de fonds arrivent à faire différemment de la masse des autres fonds. Et la citation classique, je crois que c'est de Keynes, j'ai un doute, je crois que c'est de Keynes, la citation classique qui dit
qu'il vaut mieux avoir tort avec tout le monde plutôt que raison tout seul. Donc c'est exactement ça, et voilà, c'était le chapitre qui m'a le plus marqué dans ce livre, donc je recommande le livre. Hop, on passe au livre suivant, The Outsiders. Donc The Outsiders, pour moi, c'est aussi un des meilleurs, pour le coup un peu plus avancé. Peut-être que je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui vient de découvrir la bourse, ça demande un petit peu plus de connaissances. Donc c'est un livre qui parle de l'aspect allocation de capital. Et donc chaque chapitre, ça parle d'un CEO qui est considéré comme exceptionnel. Exceptionnel pourquoi? Parce que c'était un excellent allocateur de capital. Et qui dit excellent allocateur de capital dit que l'action de l'entreprise en question a eu des très bonnes performances à long terme sous la direction de ce CEO. Et ce que je retiens principalement de ce livre, c'est l'idée que une entreprise, elle génère un free cash flow, donc c'est l'argent qui reste après avoir enlevé les dépenses. Et avec ce free cash flow, elle peut faire 5 choses. Elle peut soit réinvestir dans son propre business, soit acheter d'autres business, soit rembourser sa dette, soit racheter des actions, soit verser un dividende. Et l'auteur explique qu'il faut définir son hurdle rate, donc en gros la performance, son retour investissement souhaité. Et ensuite, parmi les différentes possibilités, on regarde, est-ce que si je réinvestis dans le business, est-ce que cet investissement il va pouvoir me générer un retour sur investissement de 15%? Sinon, est-ce que si je fais une acquisition, je peux obtenir ces 15%? Sinon, est-ce qu'en remboursant ma dette? Sinon, est-ce qu'en faisant des rachats d'actions? Et donc l'idée, c'est que le CEO il doit choisir la meilleure option parmi tout ça, pour maximiser l'augmentation de la valeur intrinsèque de l'entreprise et donc de la valeur pour les actionnaires. Et ensuite, si aucune de ces 4 options ne dépasse le hurdle rate, alors dans ce cas-là, la solution c'est verser un dividende. Et là, ce que je dis dans le livre, il l'applique à un CEO d'une entreprise, mais en fait, quand on est investisseur particulier, en fait, on est aussi un allocateur de capital. Simplement, on ne dirige pas l'entreprise, mais c'est la même chose. On a un capital et on doit l'allouer. Est-ce qu'on va l'allouer sur telle action, sur telle autre action? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on le réinvestisse dans notre propre entreprise? Est-ce qu'il vaut mieux, je sais pas, qu'on rembourse une dette qu'on a? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on se le paye, etc. Donc voilà, ça m'a aidé à mettre plus de clarté là-dessus, à comprendre aussi que le dividende, c'est la solution de dernier recours. Ce qui veut pas dire que c'est mal, mais voilà, c'est quand même important de comprendre que c'est ce qu'on fait quand les autres options ne sont pas meilleures. Donc voilà, excellent livre, je recommande. Et on passe au suivant, qui est The Education of a Value Investor de Guy Spear. Donc Guy Spear, c'est celui qui avait fait le déjeuner avec Warren Buffett, avec Monish Pabrai, donc en gagnant l'enchère pour faire le déjeuner avec Warren Buffett. Et c'est aussi un très bon livre que je recommande, surtout pour avoir le bon mindset. C'est pas un livre très technique non plus. En fait, dans le livre, Guy Spear il raconte son parcours en commençant par son premier job à Wall Street dans une boîte un petit peu louche et donc expérience catastrophique pour lui. Et qui aussi, encore une fois, démystifie un peu cette histoire des investisseurs professionnels de Wall Street qui seraient soi-disant imbattables. Là, le début du livre, c'est encore un passage qui montre que c'est pas forcément le cas. Et ensuite, il montre son évolution, donc les changements de mindset, l'importance de l'indépendance d'esprit, etc., etc. Donc très bon livre que je recommande aussi. Ensuite, on passe au suivant qui est 100 Baggers de Christopher Mayer. Donc c'est un livre dans lequel il parle il donne quels sont les critères, en fait, comment faire pour trouver des actions dont le cours va être multiplié par 100. Et ce que je retire de ce livre, c'est pas de me mettre en quête d'actions dont le cours va être multiplié par 100, parce que c'est quand même ça concerne un nombre d'actions très restreint, et donc je sais pas si c'est forcément reproductible, mais les 2 points principaux que j'en ai tirés, c'est déjà l'importance du ROCE, ou enfin dans le livre il parle plutôt du ROE, mais bon ça revient un peu au même. ROE, ROIC, ROCE, peu importe lequel on utilise, mais ces ratios de profitabilité là, il dit que c'est le critère numéro 1 si on veut trouver des 100 baggers, et donc même si je veux trouver des 10 baggers, a priori ça devrait être aussi un bon critère, et c'est quelque chose qui revient aussi dans les autres livres. Donc j'en ai tiré ça, et aussi le fait de garder ces actions pendant très longtemps. Le fait que la performance, elle va venir de laisser les actions compound toutes seules, pas essayer de faire du trading, de vendre haut, ensuite racheter autre chose bas, etc. En général, on va plutôt perdre de la performance en faisant ça. Donc voilà, plutôt rester investi. Ensuite, il y a Investing for Growth, que j'ai lu assez récemment, de Terry Smith. Excellent livre aussi que je recommande, dans lequel Terry Smith il met l'accent sur le fait de pas seulement s'intéresser au prix. En fait, c'est marrant parce qu'il y a vraiment 2 types d'investisseurs. Il y a ceux qui regardent juste la qualité et la croissance et qui disent la valorisation, on s'en fout. Et il y a ceux qui regardent que le prix et qui sont prêts à acheter n'importe quoi, mais tant que c'est pas cher. Et je pense que l'idéal c'est d'être entre les deux et de ne pas négliger ni la croissance, ni la qualité, ni la valorisation. Et donc dans ce livre il parle pas mal des personnes qui s'occupent que du prix et trop du prix, mais que pour lui la valorisation ça vient dans un second temps, et qu'avant de regarder la valorisation, il faut regarder est-ce qu'on achète un bon actif, une bonne entreprise, et que ça devrait être la base de la réflexion. Et la valorisation, il dit pas que c'est important, mais il dit que ça vient dans un second temps.
Ça vient juste après avoir restreint son univers d'investissement en éliminant toutes les entreprises qui ne répondent pas à nos critères de qualité. Et acheter des actifs un peu pourris, s'ils sont très sous-évalués, ça peut fonctionner mathématiquement. Si ça revient à sa valeur intrinsèque, tu vas pouvoir faire une plus-value. Mais il dit que l'avantage de prendre des actions de qualité, c'est qu'on va pouvoir les garder pendant très très longtemps, pendant des décennies. Et ça a deux avantages. C'est un gros avantage au niveau taxe. Déjà, quelqu'un qui fait attention que au prix et qui va vouloir revendre lorsque l'action atteint sa valeur intrinsèque, il va devoir revendre, payer à ce moment-là son impôt sur la plus-value, et ensuite retrouver autre chose dans quoi investir. Donc là, c'est le deuxième point négatif, c'est que investir dans des actions de qualité, en fait, c'est une stratégie qui est plus passive, qui est beaucoup plus passive que de chercher uniquement à acheter des actions qui sont vraiment très très pas chères, même si elles sont de mauvaise qualité. Puisque l'action de qualité, on peut se dire qu'une fois qu'on l'a achetée, on va la laisser compound toute seule et la garder pendant des années, voire des décennies. Et donc ça élimine quasiment la question de la vente, qui sinon peut être assez compliquée. Donc voilà, très bon livre. Ensuite, il y a Common Stocks and Uncommon Profits de Philip Fisher. Il était très bien, mais je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui démarre, parce qu'il est un peu moins facile, moins agréable à lire que d'autres comme Richard Weather Happier, Zidane Investor, The Education of a Value Investor, tout ça. Mais quand même très bien. Je pense qu'il est un peu moins agréable parce qu'il est ancien, ça joue pas mal. Il commence par donner des critères qualitatifs pour choisir des bonnes entreprises. Ensuite, il parle de pourquoi il ne faut pas trop s'exciter sur les dividendes et le fait que la perception des dividendes par les investisseurs particuliers elle est erronée. Ensuite, 10 choses à ne pas faire en tant qu'investisseur. Par exemple, don't overstress diversification, donc ne pas trop se focaliser sur la diversification, etc., etc. Je vous laisse découvrir le reste. Ensuite, il en reste 3. Donc, c'est Intelligent Quality Investor. Donc écrit par un fonds qui s'appelle Long Equity, que j'avais trouvé sur Twitter. Et donc ce que j'ai retenu de ce livre, et ça m'a mis de la clarté sur d'où venait la performance des actions, c'est l'idée que la performance de l'action, ça vient d'une combinaison de l'évolution de son free cash flow par action et de son multiple de valorisation, enfin l'évolution du multiple de valorisation, et ensuite tu remontes la chaîne comme ça, comment tu obtiens une croissance de free cash flow par action via une croissance du free cash flow d'un côté et une baisse du nombre d'actions de l'autre, comment tu obtiens une croissance de free cash flow par une croissance du chiffre d'affaires et potentiellement une augmentation de la marge de free cash flow, etc. Donc ce livre, il m'a permis de mettre beaucoup de clarté là-dessus, et c'est un livre qui est très court et qui a une approche plus, pour le coup, il raconte pas sa vie, quoi. C'est vraiment une approche mathématique. Ensuite, l'avant-dernier, c'est Quality Investing. Quality Investing qui a été écrit par un mec du fonds Akao Capital, qu'on a vu dans une des dernières vidéos sur les portefeuilles des super investors. Et très bon livre aussi que je ne conseillerais pas pour démarrer, mais un peu plus tard. Et qui est assez différent des autres parce que c'est une énumération de tout ce qui fait une entreprise de qualité, mais au niveau qualitatif. Donc là, il parle très très peu de ratios, etc. Mais il va parler par exemple de l'importance des revenus récurrents et quels sont les différents types de revenus récurrents. Et tiens, pour donner un exemple sur les revenus récurrents, en fait, le meilleur type de revenu récurrent, c'est pas juste un abonnement, c'est quand on a d'abord fait entrer un produit physique, en fait, et dans l'idéal, un produit physique qui est dur à dégager, quoi, chez le client. Donc ça, des exemples, il y en a plein, mais un exemple typique, c'est les ascenseurs. Une fois qu'une entreprise a placé son ascenseur dans un immeuble, c'est pas quelque chose qui va être changé facilement. En général, ça va être la même entreprise qui va gérer l'ascenseur dans l'immeuble pendant des décennies, mais voire plus, hein. J'imagine que ça peut être des siècles au final. Et ensuite, une fois que ce produit-là il est rentré chez le client, un peu comme un cheval de Troie, tu vas pouvoir vendre des services par-dessus, de la maintenance par-dessus, du support par-dessus, de la formation par-dessus. Et donc au final, ça permet d'avoir l'alliance entre des revenus récurrents et un moat qui est des coûts de transfert élevés. Donc si on trouve par exemple dans Fortinet, l'entreprise dans laquelle j'ai investi, une fois qu'ils ont les pare-feux Fortinet, les systèmes d'exploitation FortiOS, etc., Fortinet, ils vont pouvoir vendre le support, la formation, les services, etc. qui tournent dessus. On a ça aussi, alors je connais pas très bien, je connais pas en détail ASML, mais je pense qu'on doit avoir quelque chose de similaire, vu qu'ils vendent des énormes machines. Ils doivent ensuite vendre des histoires de support, de maintenance, etc. Et donc ça fait office de revenus récurrents, et en plus ça permet d'augmenter les marges. Donc je pense qu'on trouve aussi ça chez Metler Toledo, entreprise que j'ai pas encore acheté mais qui m'intéresse, qui vend des gros appareils de mesure pour les entreprises. Donc voilà un exemple, ça c'est juste un chapitre, les recurring revenue, mais il y a ça pour des tonnes de sujets. Et le dernier que j'ai fini très récemment, c'est The Most Important Thing, ou la chose la plus importante, il existe en français aussi, de Howard Marks. Et ce que j'ai retenu de ce livre, c'est deux choses. Ne pas négliger la valorisation. Donc tout à l'heure on avait Terry Smith qui nous disait ne pas négliger la qualité, ne pas se focaliser que sur le prix.
Là on a Howard Marks qui nous dit ne pas se focaliser que sur la qualité, mais faire très attention au prix. Donc je pense que les deux ont raison et que l'idéal c'est de combiner les deux. Donc il y a ça, l'importance de la valorisation et en quoi ça réduit le risque et ça augmente tes perfs. Enfin, là il revient à l'idée dont parlait Monish Pabrai. Et le deuxième point, c'est le fait de toujours avoir une idée, une intuition sur où on en est dans la balance, dans le cycle entre pessimisme extrême et euphorie extrême. Et il explique qu'on est très rarement à un point d'équilibre au milieu. Et que donc avoir cette notion de est-ce qu'on est plutôt dans l'euphorie ou plutôt dans le pessimisme, ça permet de savoir est-ce qu'on doit être plus prudent ou est-ce qu'on doit être plus agressif. Et donc pour ça on peut soit se baser sur la psychologie environnante, donc en voyant comment se comportent les autres investisseurs, mais on peut aussi simplement se baser sur les valorisations présentes, en regardant le PER du marché. Par exemple, là récemment, en 2022, le PER du marché était descendu à 19 par 2 fois, et à ce moment-là le balancier était plutôt au pessimisme extrême. Et aujourd'hui, on est clairement remonté, et pour moi la balance est clairement du côté euphorie. On a vu pire, mais on est clairement plus par là. Et il dit bien qu'il n'y a pas besoin d'être un visionnaire, d'essayer de prévoir le futur. En fait, il suffit de regarder le présent, comment se comportent les gens dans le présent, et quelles sont les valorisations dans le présent, pour avoir une idée de ça. Mais il dit bien aussi qu'on ne peut pas faire une carrière entière dans l'investissement en investissant uniquement pendant les gros cracks et pendant les grosses périodes de pessimisme. Et donc l'idée c'est surtout, dans ces moments-là, de savoir agir, de s'en rendre compte et d'être plus agressif à ce moment-là. Et quand la balance est plutôt de l'autre côté, d'être plutôt prudent et de ne pas céder au FOMO, etc. Donc voilà, après il y en a d'autres que j'ai acheté mais que j'ai pas encore lu, donc je ferai sûrement une vidéo mise à jour comme ça, peut-être chaque année ou tous les 6 mois, un truc comme ça. Il y a par exemple The Joys of Compounding qui a l'air bien, ce que j'ai appris de l'investissement de Darwin, qui fait un lien entre théorie de l'évolution et investissement, ça doit être intéressant. Le petit livre of Behavioral Investing, ça a l'air bien aussi. Donc je pense que je ferai ça, et puis je vous mets le lien de chacun des livres que je viens de citer dans la description de la vidéo. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça met du beurre dans les épinards, et ça m'aidera à bien dormir ce soir. Et puis on se retrouve pour la prochaine, à plus.